arrive dans une famille, on est, toutes les familles ne sont pas égales. Soit on suit ce que les parents veulent qu'on fasse, soit on se rebelle. Je trouve qu'on est quand même toujours dans des schémas où on n'écoute pas ce qui est bon pour nous. Donc, ce qui est important par rapport à ce qui me caractérise et à mon parcours, c'est surtout de pouvoir encourager les gens à avancer quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement, quelle que soit la famille, quel que soit le support ou le manque de support qu'on a pu avoir, et de se battre pour ses idées, quoi qu'il arrive. Gros programme. Tessa, bonjour et bienvenue dans le podcast Spartacus. Je suis ravi de t'accueillir. On a été mis en relation par Chloé qui travaille à la MDB Academy. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir Et invité. je te souhaite la bienvenue. Alors tu sais, j'aime bien commencer, si t'as lu le briefing avant le podcast, j'espère. J'aime bien commencer ces épisodes en demandant à la personne qui intervient ce qu'elle va pouvoir apporter aujourd'hui aux personnes qui vont écouter cet épisode. En fait, en réfléchissant à ce briefing, je pense que ce qui est important par rapport à ce qui me caractérise et à mon parcours, c'est surtout de pouvoir encourager les gens à avancer quoi qu'il arrive, quel que soit l'environnement, quelle que soit la famille, quel que soit le support ou le manque de support qu'on a pu avoir ou pas étant jeune, d'avancer, de croire à ses rêves et de se battre pour ses idées, quoi qu'il arrive, et quels que soient les risques, Bon. et voilà. Donc là, on a du gros programme. Attention, c'est un sacré cadeau que tu promets de donner aux auditeurs. Donc attention, la barre est haute. Alors justement, qu'est-ce qui te permet de dire que aujourd'hui, toi, au regard de ton parcours, tu es en capacité d'encourager les personnes à suivre ce chemin? Déjà, je suis plus toute jeune, donc j'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience et je dirais presque plusieurs vies consécutives, avec des changements de cap vraiment très brutaux à certains moments de ma vie. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut avancer, s'affranchir de ce qu'il y a eu avant, tant pis, hein, même si ça fait des sacrifices et que c'est des fois compliqué de certains points de vue, mais ça permet d'avancer. Et c'est vrai que je peux dire aujourd'hui que j'ai eu vraiment plusieurs vies, même si évidemment c'est pas au sens premier, par les choix que j'ai faits, qui n'étaient pas forcément évidents et qui m'ont permis de grandir et de me construire, comme je disais tout à l'heure, quel que soit l'environnement et le manque de support que j'ai pu avoir autour de moi, malgré Alors, tout. je sais que normalement, on ne demande pas ton âge à une jeune fille, mais est-ce que tu peux dire pour les personnes qui écouteront l'épisode, quel âge tu as? Oui, je viens d'avoir 62 ans. Ok, félicitations. Merci. Joyeux anniversaire, je ne sais pas quand c'était, mais 16 juillet, donc tu vois, il n'y a pas longtemps. 16 juillet, ok. Ouais. Je suis du 10 juillet, tu vois. Ah bah voilà, On n'est pas loin. Ok. cancer. Donc, tu disais que tu avais eu plusieurs vies. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ta vie actuelle, si tu veux bien. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes préoccupations? Alors aujourd'hui, je vis au Sénégal. Ça fait 14 ans que je vis au Sénégal, quasiment à temps complet. Évidemment, il y a des moments où je rentre en France pour voir ma famille, mes amis, etc. Mais je suis là-bas. J'ai donc une association humanitaire au Sénégal depuis 20 ans, Ok. qui s'appelle Astou, une fleur dans le désert, qui a progressé au fur et à mesure des années et aujourd'hui qui se limite entre guillemets à l'aspect des parrainages des scolarisations des enfants. Donc on a une dizaine d'enfants là qui sont à l'école. Évidemment, ils grandissent donc après l'école, l'université, etc. pour
leur permettre de pouvoir travailler et de pouvoir soutenir leur famille et de faire quelque chose pour leur pays et non pas chercher à tout prix à partir en France ou aux États-Unis pour aller faire bon, rien d'intéressant, on va dire. Voilà, donc Oui. c'est un peu mon combat Et- aujourd'hui avec les jeunes, de leur expliquer qu'il y a tout à faire au Sénégal Mm. et que donc c'est important de se battre pour ça. À côté de ça, j'ai une entreprise au Ouais. Sénégal pour Ah, je travaille avec une trentaine d'artisans dans tous les domaines, tout ce qui se fait d'artisanat au Sénégal, pour leur permettre, leur donner une visibilité au Sénégal et à l'extérieur en vendant leurs créations. On travaille des créations ensemble et on vend ces créations au Sénégal, dans certaines boutiques, et puis à l'extérieur. Toujours pareil, pour favoriser le maintien de ce savoir-faire, plutôt que les gens veuillent quitter, puisqu'au Sénégal, c'est vraiment un problème récurrent, c'est que les gens veulent sortir. Veulent sortir à tout prix pour soutenir leur famille, et ils pensent que sortir, c'est la seule solution. Et c'est un gros problème, mm. parce que du coup, il n'y a pas, comme il y a dans certains autres pays africains, tu vois, cette espèce de patriotisme ou de volonté de faire quelque chose dans son pays, pour son pays. Là, les gens, non, ils sont dans la fuite. Ils veulent partir, quoi. Ils sont dans la fuite, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi le Sénégal? Alors, c'était vraiment par hasard. J'ai beaucoup voyagé depuis que je suis petite, mais j'étais plutôt branchée sur l'Asie. Et j'ai même failli m'installer en Asie à un moment donné. Et puis ça s'est pas fait. Et pour l'an 2000, en fait, on a voulu faire un voyage un peu spécial. Donc on a cherché et on s'est dit, tiens, on connaît pas du tout l'Afrique noire francophone. Donc on connaissait le Maghreb, on connaissait Madagascar, le Kenya, machin, mais de l'autre côté, non, on connaissait pas du tout. Donc on est arrivé au Sénégal et on a vraiment pris une claque, quoi. C'était la francophonie, de pouvoir parler de n'importe quel sujet avec des gens qui sont tout le contraire de nous, qui n'ont pas la même vie, qui n'ont pas la manière de voir les choses, qui n'ont pas la même religion, même manière de manger, de penser. C'était vraiment très très fort ces premiers contacts qu'on a eus avec des instits, avec des infirmiers dans des postes de santé, etc. Et on s'est dit, Quand tu dis on, Tessa, c'est de c'était qui on parle? moi, mon conjoint et ma fille. Ok, Voilà. très bien. Ta fille qui avait quel âge à l'époque? Elle avait 13 ans quand elle est allée la première fois au Sénégal. Voilà. Ok. Et donc c'était vraiment vraiment très fort de pouvoir échanger comme ça, parce qu'effectivement quand on était en Asie ou ailleurs, bon bah voilà, on n'est pas anglophone, les gens c'est pas ne sont pas anglophones de naissance, et donc c'était pas très ça n'allait pas très loin les conversations, tu vois, c'était un peu difficile. Là, c'était vraiment ahurissant. Pour moi, c'était une expérience vraiment bouleversante, quoi, de voir des gens Ok. qui parlent mieux français que toi, qui sont vraiment, qui ont fait des études. Tu te demandes comment ils ont réussi à faire ces études-là avec la vie difficile qu'ils ont eue. Donc voilà. Mhm. Donc après, en discutant avec ces gens-là, on s'est dit vraiment, ils ont vraiment la foi. Ils font des choses extraordinaires avec peu de moyens, et nous, on a des choses en France dont on ne se sert pas, et on pourrait les aider en leur donnant ces choses-là. Au départ, c'était ça, c'était aider des instits en fournissant du matériel, pas forcément de l'argent, tu vois, mais des livres, des fournitures, ou refaire un tableau, ou aider à reboucher le toit. Bon, donc on est parti comme ça. J'ai voulu proposer un système de collecte dynamique, que j'avais appelé comme ça, c'est-à-dire on collectait en France du matériel, on l'envoyait au Sénégal par des touristes qui partaient dans les hôtels, donc, et qui avaient beaucoup plus de capacité de bagage que ce qu'ils avaient à amener, en fait, et de récupérer Mhm. à Sali dans les hôtels et de pouvoir distribuer dans les différents partenariats qu'on aurait un peu partout au Sénégal. On a fait ça un certain nombre d'années, et puis après, bon bah, il y a eu Vigipirate, on peut plus prendre les bagages pour quelqu'un qu'on connaît pas, etc. machin, et donc ça s'est un peu
tari du point de vue des touristes. On a cherché d'autres moyens de faire passer du matériel, et puis on a avancé sur d'autres projets aussi, parce que c'est vrai que quand tu fais ça, quand tu aides une école et que tu t'aperçois que dans le village, ben il n'y a pas d'eau, bon bah tu reviens à des choses vraiment fondamentales, de faire des Mm. puits. Après tu fais un puits, ben on veut faire une petite zone maraîchère, donc des outils, des graines. On a fait un partenariat avec Cocopelli pour pouvoir donner des graines intéressantes à ces populations, acheter des outils, etc. Donc de fil en aiguille, on s'est vraiment diversifié euh, dans à peu près toutes les régions du Sénégal, je dirais vraiment accessibles, parce que je voulais vraiment avoir tout le temps un contact avec les gens impliqués sur place. Donc, par exemple, Casamance, c'était un peu loin pour nous, donc on n'avait pas de projet là-bas en Casamance, mais il y a beaucoup d'autres associations au Sénégal. Voilà, et on s'est développé comme ça, petit Et à toi, petit. à l'époque, professionnellement, tu n'avais rien à faire. T'étais pas dans l'humanitaire déjà de base. Non, Enfin, non, t'étais pas du tout. Moi, je travaillais plus dans pour les. l'industrie pharmaceutique. J'étais dans la publicité pour les médicaments. Ok. Voilà, donc ça Et tu n'avait vivais où? Tu à vivais en Paris. France? Oui, oui, À Paris. enfin, en proche banlieue, oui. Et donc, au début, quand tu as mis en place cette association et que tu as commencé justement à faire ces envois de matériel et toute cette aide, J'étais est-ce en que c'est quelque France. chose que tu as mis en place en parallèle de ton travail? Voilà, c'est ça. J'étais en France puisque, en fait, l'association, on l'a créée en 2002 et pour pouvoir commencer tout de suite, parce que je voulais proposer en fait ce système-là à des associations existantes. Je voulais pas forcément créer une association juste pour ça. Mais bon, comme on n'a pas eu tellement d'écho et que personne, tu sais, dans ces milieux-là, c'est étonnant, quoi. Chacun fait son truc et c'est très difficile de se rassembler à plusieurs avec des projets différents dans une même structure. Bon, ça, on n'a pas pu le faire. C'est pour ça qu'on a créé l'association. Mais sinon, au départ, j'avais pas forcément envie de créer une association juste pour ça. Donc non, on Ok. a commencé, bien sûr, on était en France. Et on y allait, on passait toutes nos vacances au Sénégal on amenait des bagages et on s'occupait effectivement des actions sur place. On n'avait pas encore à Et ta l'époque. famille était d'accord? Enfin, Oui, oui, bien sûr, on était vraiment. c'était ton impulsion ou tout le monde était ramé, ou tout le monde ramait dans le même sens? Non, non, on a vraiment eu le coup de foudre, vraiment tous les trois à ce moment-là, oui, tout à fait. Ok. Non, sinon on n'aurait pas pu y aller Donc, toutes les vacances. t'as fait ça pendant combien de temps? Parce que tu m'as dit qu'il y a 20 ans, tu as découvert le Sénégal et Voilà, maintenant, ça fait 14 ans que tu y vis. Donc, voilà. ils se sont passés 6 ans. Bah oui, parce qu'en fait, bah, c'était progressif. Tu vois, au départ, on s'est dit, bon, on va y aller pendant les vacances d'hiver. Après, on a dit, bah non, l'hiver et l'été. Bon, après, c'était c'était un peu juste. Moi, j'avais besoin de plus de temps là-bas. Et puis, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé ce pays. Moi, j'étais saturée de ma vie parisienne, où effectivement, je gagnais bien ma vie, mais je ne sais même pas ce que je faisais avec l'argent que je gagnais, parce que de toute façon, je faisais que travailler ou être dans les embouteillages, et ma vie personnelle était vraiment très limitée. Donc, d'aller au Sénégal, de voir les gens entre eux, en famille. Bon, ça a correspondu aussi à un moment dans ma vie où, comme j'ai beaucoup voyagé, euh, pendant les vacances, tu rencontres des gens qui ne pourront jamais venir te voir. Tu vois des enfants que tu verras jamais grandir. Et bon, j'arrivais vers 40 ans, tu vois, où j'avais plus envie de ça, quoi. Ça me semblait vraiment stérile de voir encore une xème belle montagne ou une xème belle plage ou machin. Je trouvais que ça n'avait pas de sens et j'avais envie de pouvoir avoir des liens à plus long terme avec les gens. Donc c'est tombé aussi bien de pouvoir être au Sénégal avec des gens bah, où j'ai pu rencontrer des familles bon, avec beaucoup d'enfants et avoir envie de tisser des liens à plus long terme sur place, évidemment, parce que bon, les gens ils ne circulent pas comme ça. Euh, donc j'ai un peu cassé la vie que j'avais en France pour Ouais. pouvoir me créer une vie au Sénégal.
Donc, t'as quoi? T'as démissionné en fait? Enfin, Voilà. t'as quitté ton J'ai boulot? quitté mon boulot, ça faisait ouais, 25 ans que j'étais dans cette boîte. Je suis partie, j'ai quitté le papa de ma fille. Donc c'est voilà, j'ai un peu tout cassé quoi. J'ai un peu tout Attends, cassé. si on peut rentrer dans le détail, est-ce que alors c'est peut-être perso, tu peux choisir de pas me répondre, hein, Ouais. mais tu l'as quitté parce qu'il voulait pas te suivre dans ton projet ou juste parce que ça allait pas de manière générale et puis C'est tombé, ça s'est fait en même temps? non, bah non, c'est tombé à un moment où je me suis dit que bon, voilà, ça, c'était, lui, il avait sa vie, moi, je suis vraiment rentrée dans j'étais vraiment axée sur le Sénégal, je suis tombée amoureuse d'un Sénégalais, donc je me suis mariée avec, donc du coup, voilà, ma fille était Ok. grande. Donc bon, elle a continué sa vie, on a fait en sorte qu'elle soit installée, etc. Et, euh, et voilà. Et j'ai commencé bon, ça a été progressif, mais j'y suis allée de plus en plus parce que je voulais voilà, construire une nouvelle vie au Sénégal et être vraiment au cœur de mes actions et avec les gens au plus près de moi, quoi. Et quand tu as fait ce choix justement, qui est un choix quand même, qui n'est pas un choix particulièrement anodin, C'est clair. de partir vivre là-bas, Ouais, comment ça a été accueilli par les personnes que tu connaissais, que ce soit famille, relations amicales, etc. très mal. C'est-à-dire? Un peu, ben, beaucoup d'incompréhension. Bon, c'est vrai que j'étais jamais, j'avais voyagé, mais j'étais jamais partie pour partir dans un autre pays. Donc, est-ce que tu es sûr? Voilà, surtout par rapport à la relation et à la rapidité avec laquelle je me suis mariée avec le monsieur sénégalais en question. C'est vrai que a posé beaucoup de questions et d'inquiétudes Mhm. de ceux qui m'aimaient. Après, sur ma relation avec mon compagnon, bon, c'est comme ça. Hein. On a vécu un certain nombre d'années ensemble. Voilà, je suis passée à autre chose pour, euh, pour plusieurs raisons et parce que c'est tombé aussi à un moment de ma vie où j'avais des questions à me poser. Est-ce que je voulais un autre enfant? Lui, il voulait pas d'enfant, etc. Bon, donc c'était aussi voilà, des choix. Voilà, tu lances des perches une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas, ben, tu dois prendre des décisions Hmm. pour pouvoir avancer. Voilà, Ok. c'est ce que j'ai fait. Même si c'était Et compliqué hein, donc, pour ma fille, de laisser ma fille. Bon, j'ai une relation vraiment fusionnelle avec ma fille que j'avais à l'époque, ok. donc c'était compliqué. Mais bon, voilà, on peut pas Ta non fille vit plus. toujours en France? Non, ma fille, elle vit en Thaïlande. Ok. Vous aimez bien l'exotisme toutes les deux. C'est clair, c'est clair. Telle mère, telle fille. Bon, elle est moins folle que moi, mais non, elle est très bien. Attends, elle a encore des marges de C'est vrai, progression. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je lui ai fait Ok. beaucoup de raccourcis, tu sais, donc voilà, moi je suis partisane de ça, c'est-à-dire j'ai évité beaucoup d'erreurs et de bêtises à ma fille en étant un peu stricte, mais parce que j'ai fait tout derrière. Donc tu sais, quand tu as fait toutes les bêtises, tu peux tu peux éduquer tes enfants en leur faisant voilà ce que je dis, des raccourcis, tu vois, en disant bon bah voilà, moi je sais ça et tout, donc je vais, t'as pas besoin d'expérimenter toi-même ça. Donc Alors ça tombe bien puisque tu vois, il y a une citation que j'aime beaucoup, une citation anonyme qui est, j'ai pas trouvé son auteur, donc je dis qu'elle est anonyme, d'accord, qui est, vous devez apprendre des erreurs des autres car vous ne pourrez vivre assez longtemps pour toutes les faire vous-même. bah, c'est clair, c'est Et clair. justement, ouais, j'essaie toujours moi je dispense des formations, notamment dans le domaine de l'immobilier, j'essaie de partager le plus possible les erreurs que je fais pour que bah, les personnes qui viennent les suivre ne les reproduisent pas. Et en l'occurrence, si toi tu dis, bon, bah moi j'ai fait plein d'erreurs, etc., et je leur ai permis de prendre des raccourcis, est-ce que tu es d'accord pour partager justement les erreurs que toi tu estimes avoir commises et qui t'ont permis de grandir ou alors qui t'ont permis de fournir des raccourcis aux autres?
des erreurs, c'est les bêtises. Je vais pas te lister toutes les bêtises que j'ai fait quand j'étais adolescente, mais Mm. euh, mais j'ai bon, moi je suis née en 62, donc tu vois, dans les années 75, 80, machin, c'était voilà, bon, j'ai fait beaucoup de bêtises, mais je vais pas je T'es vais pas pas obligé de raconter raconter les tout. détails si tu veux pas. Il faut garder une part de mystère. Mais bon, Tout à fait. tout ce qui était possible de faire, je l'ai fait. Donc non, bon. Donc c'est vrai que j'étais très dure avec ma fille euh, à cause de ça. Mais bon, aujourd'hui ça va, elle le vit bien. Je lui ai demandé il y a pas longtemps si elle trouvait que vraiment j'avais pas exagéré et que j'avais pas été vraiment très dure, tu vois, elle avait pas le droit de sortir, elle avait pas le droit, j'ai jamais prêté ma fille euh, à la famille ou tu vois les... non, je l'ai gardée près de moi sous surveillance. Ok. Bon, et elle m'a dit non, écoute, vraiment, j'aurais pas pu rêver meilleure maman. Donc bon, Bon, donc tout va parfait. bien. Hein, voilà. Ok, Et du coup, tout à fait, tout à fait. voilà. Maintenant, elle est presque parfaite. Et, et donc, tu te retrouves maintenant au Sénégal, Voilà. marié à un Sénégalais, marié à un local, donc. J'ai divorcé depuis. Et, pardon? J'ai divorcé depuis. Ok. Et ouais, bah, à l'époque, parce que là, du coup, je reprends Ouais, sur je tout reprends le à fil fait. un petit peu Ouais, de ton installation. Donc, à l'époque, tu t'es marié. ouais, Et là, tu as fait quoi? Tu as commencé à te consacrer à 100% justement à cette activité humanitaire? tout à fait. Pour, parce qu'on était dans des périodes où on faisait des puits, des zones maraîchères, des choses comme ça. Donc, il y avait des gens à trouver, il y avait des travaux à surveiller. Donc, c'était impossible de faire ça en gérant ça depuis la France. Donc, il fallait être sur place. Et du coup, j'ai élargi aussi les choses, de faire des salles de lecture dans les villages pour que les enfants aient accès aux livres plaisir, de leur amener des jeux, des puzzles, de quoi colorier, des choses comme ça, de faire ça dans un maximum de villages. En fait, moi j'ai toujours cherché à faire des petits projets, pas des choses vraiment... tu vois, souvent au Sénégal, il y a des associations où un guide, par exemple, t'emmène dans son village et te montre sa vie et tu te dis, oh là là, il manque de plein de choses, ces gens-là, on va les aider. Et donc après, hop, tu concentres tes moyens et tes actions sur ce village-là. Mais bon, il y a plein de gens Mhm. tout autour. Et moi, je n'aime pas ce système-là. Je préfère faire une salle de lecture là, un puits là-bas, bon, aider un dispensaire de l'autre côté. Bon, j'essaye de répartir un peu mes efforts, on va dire. Mhm. Et Et tu vivais de quoi à l'époque, justement, puisque tu avais donc quitté ton job en France? ouais, j'ai vendu, voilà, je suis partie avec de l'argent de mon travail. Mhm. Et on a vendu du coup la maison qu'on avait. Donc j'avais un peu d'argent de cette maison. Ok. Donc là, tu te consacrais 100% à l'humanitaire, tu n'avais pas d'activité rémunératrice Non, à cette époque. non, non, Ok. non, non. En plus, moi j'ai un problème. J'ai, je suis pas intéressée tellement par l'argent, tu vois. L'argent pour moi c'est un outil, donc je suis rarement, s'il y a de l'argent, il y a de l'argent. S'il y en a pas, on fait avec. Bon, je suis assez fataliste hein, de toute façon, puisque l'argent, je vais pas l'inventer. Euh, voilà. Donc, bon. Mais j'ai mis quand même, à certains moments dans ma vie, quand même à contribution ma famille, notamment ma sœur, Je vais me noter- qui m'a beaucoup aidée. je sors un stylo pour me noter des questions qui me viennent pendant ce D'accord, temps-là. ok. Donc voilà, ma mère m'a beaucoup aidée et ma sœur aussi, dans les moments où c'est un peu dur hein, financièrement, parce que c'est... Ouais. Voilà. Et après, j'ai créé une société pour essayer de faire travailler des artisans et voir si
Ça pouvait être rémunérateur pour moi, mais c'était pas intéressant pour moi de prendre de cet argent et que le projet n'aboutisse pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de générer des bénéfices pour pouvoir réinjecter dans mon assos, pour pouvoir Hmm. faire des choses, quoi. Surtout avec les enfants, Oui, parce que l'argent, ça reste un moyen quand même de mener à bien les projets que tu c'est souhaites clair, c'est clair, réaliser. c'est clair. Et bien, de toute façon, voilà, il y avait de l'argent, on faisait. Il y a des années, on avait des dons assez importants de certaines entreprises ou des amis qui travaillaient dans des entreprises, etc., qui pouvaient proposer des projets et nous avoir des dons. Et dans ces Mhm. cas-là, on fait des choses. Et dans les années où il y a moins de dons, bah, on fait moins de choses. Et voilà. Après, avec les collectes et les gens qui pouvaient nous amener de la marchandise, on a travaillé avec des gens qui avaient des capacités. Moi, j'avais, de par mon activité professionnelle précédemment, j'ai eu quelques opportunités pour pouvoir emmener des grosses quantités de matériel. Tu vois, par exemple, quand il y a un laboratoire qui fait un séminaire là de 3 jours au Sénégal, bon bah je leur demandais s'ils pouvaient m'emmener dans l'avion des bagages et tout, donc on a fait plusieurs opérations comme ça où j'avais d'autres Ouais, du des système D. voilà c'est ça des adhérents, j'avais un adhérent qui était militaire, donc lui quand il partait au Sénégal, bah, ils avaient un avion. Donc Hmm. ils pouvaient prendre beaucoup de bagages. Après c'est nous qui étions à la limite à la capacité de... C'était pas la capacité de l'avion, c'était nos véhicules pour pouvoir amener la marchandise à l'avion. Ok, Mais sinon, bon, voilà. ok, Et là, du coup, là, on peut faire des bonnes dotations, là. Et ok. d'ailleurs, on fait toujours Et ça. quelles ont été justement dans toutes ces actions que tu as mises en place, Ouais. quels ont été les plus gros challenges au cours des années que tu as pu rencontrer? Que les enfants... bon, que les gens comprennent dans les villages que c'est une aide, que c'est un coup de pouce pour qu'ils se prennent en main et que voilà, et que on peut pas tout faire. C'est pas allô, t'es sale, notre arrosoir a un trou, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Voilà, ouais. c'est ça le plus difficile dans l'aide en fait. C'est que ce soit une aide ponctuelle à un moment ou à un autre et que les gens après se prennent en charge et puissent continuer. Ça c'est difficile. Et puis Ok, après parce pour que les oui, enfants, justement, il y a eu un espèce de phénomène de tu es le sauveur entre guillemets et maintenant on vient te solliciter chaque fois qu'il y a un petit problème sur quelque chose. c'est clair, c'est clair. Ça c'est vraiment très, c'est permanent, c'est permanent. C'est même encore aujourd'hui? Même encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me dis que le jour où je vais vouloir arrêter, j'essaye de voir en ce moment si je peux trouver quelqu'un qui va me remplacer, ou tu vois. Mais je sais que si je pourrais pas rester au Sénégal. Parce que si je reste au Sénégal, ça s'arrêtera jamais. Tu vois, Ah oui. il y a toujours des visites, euh, voilà, tous les jours, des besoins. J'ai une ordonnance, j'ai pas les moyens, mon enfant a ça, j'ai mal là, il y a telle école, je peux plus. Bon, voilà. Les gens ont pas de moyens, c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué. Et Et moi, donc toi, en fait, reçois des sollicitations en fait permanentes sur tout c'est clair. sujet, quoi. Oui, tout à fait. Ce qui doit être relativement épuisant au final. Oui, ben c'est le côté, c'est les devoirs. Tu vois, tu as des droits et des devoirs, et Mhm. on vit en groupe. Donc, ben, c'est comme ça. C'est pas, on n'est pas individualiste quand tu vis en Afrique. Tu vis avec des familles élargies. Euh, et tu peux pas faire autrement. Enfin, moi, je ne peux pas faire autrement. Je peux pas voir un enfant là malade et ne pas pouvoir l'envoyer au dispensaire pour savoir ce qu'il a. Ce n'est pas possible. Je fais pareil avec les animaux, hein. Tu sais, les chats qui, les chatons dans la rue, Mm. voilà, hein. Donc, Ceci dit, on n'a pas tout- même malgré la volonté oui, manifeste que tu peux avoir,
parfois les moyens matériels, financiers sont limitants en fait. Et même si tu le souhaites, tu peux pas forcément y arriver. Et il peut y avoir peut-être, je sais pas, enfin en tout cas je l'interprète comme ça, peut-être un côté un peu, parfois un peu désespérant dans ce côté infini en fait de la mission qui est la tienne, de se dire bah en fait il y aura toujours des choses, tu vois, ça Oui, va jamais se finir. ça c'est vrai. On sait qu'il y aura toujours des choses, mais Ouais. on a l'espoir en. C'est tellement vaste, si tu veux, ce sujet. On a l'espoir. Bon, le Sénégal, c'est un peu aujourd'hui. Bon, il y en a qui vont pas être d'accord, mais pour moi, pour faire pareil un raccourci ou une caricature, on peut se dire que peut-être le Sénégal, c'est sur les relations sociales, etc. Peut-être la vie qu'on avait en France il y a 75 ans ou il y a 100 ans, tu vois. Donc, Ok. euh, par rapport à la vie en groupe, la vie avec les grands-parents, les enfants, euh, les, un peu les relations un peu homme-femme, tu vois, la place de la femme dans la société, tout ça. Même si, évidemment, Mhm. les gens ont la technologie d'aujourd'hui, les moyens de s'informer d'aujourd'hui, donc c'est différent, forcément. Oui. Ah. Mais il y a beaucoup de similitudes, et il y a beaucoup de choses dont on se dit, mais comment ça se fait qu'ils en sont encore là, mais ça change tout le temps. Tu le vois par rapport au nombre d'enfants, par exemple, tu vois. C'est vrai que tu as des familles, aujourd'hui, les gens qui vont à l'université, quand tu discutes avec eux, ce ne sont pas des gens qui vont avoir 12 enfants. Tu Mhm. discutes avec une fille, voilà, qui est à la fac, tu, tu sais qu'elle n'aura pas 12 enfants. Donc, parce qu'elle a réfléchi à sa condition et à ce qu'elle va être, est-ce qu'elle est en mesure et qu'est-ce qu'elle a envie pour ses enfants. Et c'est vrai que bah, quand tu as 3 enfants, c'est plus facile que quand tu en as 9, quoi. Bon. Donc il y a des Ouais. choses comme ça. Donc pour moi, c'est déjà l'éducation, discuter avec les gens, mais les mettre dans un cadre où ils sont où ils sont bien chez eux, tu vois, parce que c'est important. Le pays, il doit se développer. Il y a tout à faire au Sénégal. Il y a des manques de moyens. Justement, comment tu t'y prends pour leur faire comprendre ça et les responsabiliser entre guillemets, c'est-à-dire leur expliquer non seulement qu'effectivement le départ n'est pas la meilleure des solutions, mais également le fait, tu vois, que tu disais qu'ils venaient te solliciter maintenant chaque fois qu'il y avait un petit truc et que toi tu devais leur expliquer que bah, t'étais pas l'adresse, en tout cas t'étais pas, tu vois, le couteau suisse qui va leur résoudre tous leurs problèmes. Comment tu Mhm. fais justement pour les responsabiliser par rapport à ça? En fait, tu as plusieurs franges de la population. Les gens qui sont tout le temps en train de venir me solliciter, c'est les gens plus âgés, c'est les adultes. Tu vois, des gens qui ont 40, 50 ans. C'est des gens qui sont pas allés à l'école, qui sont dans des situations et des familles effectivement compliquées, où le mari travaille pas, la femme, elle doit se débrouiller, voilà, et elle a trop d'enfants. Et les gens sont venus en ville. Donc, bon, il y a des gens à qui je conseille de retourner dans leur village, tu vois, parce que Ok. quand il y a des endroits, tu es au village, alors peut-être qu'il y a des problèmes parce que des fois tu as honte de retourner dans ton village et puis t'as pas réussi, donc t'as pas beaucoup d'argent. Et au moins quand tu retournes dans ton village, ben, tu as du support parce que tu as des amis, tu as de la famille, euh, souvent il y a des jardins, ou s'il y a l'eau parce que c'est dans le Saloum, bon ben on pêche, tu vois, les enfants vont pêcher, on peut manger, il y a des fruits, il y a Ouais. des jardins où on cultive son riz, ses oignons. Déjà quand tu enlèves ce poids-là, tu vois, des besoins essentiels, hein, avoir un toit au-dessus de sa tête, pouvoir manger tous les jours, et déjà, c'est même si t'as pas d'argent, t'as déjà résolu beaucoup de problèmes et t'es déjà moins stressé. Mm, mm. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient dans des situations vraiment très compliquées, à qui j'ai conseillé de retourner, même si je peux les aider pour qu'ils retournent dans leur village, pour faire quelque chose, pas pour rester à rien faire, hein, mais bon, tu vas au champ, tu vas prendre ta parcelle, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles que quand tu es en ville. Dakar, c'est une Ok. catastrophe, et la région où je suis de Mbourg, c'est ça,
énormément développé parce qu'il y a beaucoup de gens des campagnes qui sont arrivés, mais il n'y a pas de Mm. travail. Ils sont pas mieux là, mais par contre ils ont Ouais. des charges. Pourquoi ils quittent leur village alors? Bah, ils quittent leur village parce qu'ils veulent de l'argent, en fait. Tu vois, ils sont pas dans un schéma de se dire je vis bien, comme la génération peut-être d'avant encore, de dire nous on est chez nous, voilà, on a nos fruits, nos machins, on mange les trucs en fonction des saisons et on a les poissons qui sont là, on a, tu vois, non, ils Mm. veulent de l'argent parce que avec de l'argent on va acheter quoi, hein, on va acheter un téléphone comme ça, les je veux même pas analyser ça parce que c'est quelque chose qui me dépasse, tu vois. Mais Oui. je les vois arriver et Mm. on discute de ça, de leur situation qui est bien pire qu'avant. Donc tu te dis pourquoi aller quitter quelque chose qui est bon, moyennement satisfaisant pour un truc qui est très dur, très très dur. Et Ouais. partir en Alors Europe, on sait très bien que c'est encore pire. C'est encore pire. ouais. Aller sauter Alors dans une justement, pirogue. tu disais que voilà, là c'était par rapport aux personnes qui ont choisi de quitter la campagne pour aller à la ville. Ouais, Mais tu vois, si on prend une situation par rapport encore une fois à cette prise de responsabilité, la personne qui est plutôt, tu vois, dans le village et qui a un petit souci, quoi, et qui vient te voir en espérant que toi tu résolves son souci, même si c'est quelque chose qui relève a priori de son, tu vois, de son action à lui ou à elle. Comment tu t'y prends justement pour expliquer la limite, tu vois, et fixer la limite entre ce que toi tu es prête à faire ou ce que tu peux faire pour eux et ce qui devient après un peu liberticide ou enfin tu vois qui les maintient dans un état de comment dire de pas d'assistanat parce que c'est un peu fort mais en tout cas ouais. une forme de dépendance. Bah, le problème, bah, c'est délicat parce que le problème de dépendance, tu le crées toi-même, mais selon ce qu'on t'amène comme problème. Bon, moi, je donne jamais d'argent comme ça, quoi, pour donner de l'argent. C'est pas, j'ai un problème de 10 000, est-ce que tu peux? Non, non, ça, je le fais pas. Mhm. S'il y a de l'argent qui est envoyé quelque part ou donné quelque part, c'est soit parce qu'il y a un problème médical, où je sens qu'on doit faire quelque chose à l'extérieur. Il y a plein de problèmes médicaux qu'on peut régler soi-même, tu vois, en automédication ou en machin, bon, il y a des choses, mais il y a des problèmes des fois. Tu as besoin d'avoir un examen ou un truc comme ça, donc là je vais aider euh, pour, euh, pour payer l'examen et le transport éventuellement pour en savoir plus. Mais j'ai pas la capacité évidemment de le faire à chaque fois qu'on me le demande. Ouais. Je suis focalisée sur déjà les enfants qui sont parrainés par l'association parce que bah, je veux qu'ils vivent et qu'ils soient en bonne santé. Mhm. Sinon ça sert à rien. Et après c'est un peu au coup par coup euh, et en fonction de l'argent que j'ai à ce moment-là dans les poches, quoi. Tu vois. Comment tu les choisis ou les sélectionnes, entre guillemets, les enfants que l'association va parrainer? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez un enfant plutôt qu'un autre? Alors c'est vraiment des histoires de hasard, de rencontres. Tu vois, par exemple, il y a bon, pendant un moment on avait des bénévoles qui venaient au Sénégal. Euh, on en a une par exemple, il y a une bénévole qui était dans un village et qui avait repéré une petite fille qui allait à l'école, qui était en CM1, qui allait à l'école à pied, qui revenait, qui faisait ses corvées, qui faisait ses devoirs à la bougie là en voyant rien du tout et tout et qui avait des bonnes notes et elle a été touchée par cette petite fille en disant vraiment je voudrais qu'on fasse quelque chose pour elle parce que elle est vraiment super courageuse donc Mhm. et elle a proposé que sa tante la parraine donc je lui ai dit bah oui y a pas de problème après sa tante a arrêté le parrainage parce que c'est ça aussi les parrainages tu vois moi je prends des enfants en parrainage mais moi j'en ai pour combien d'années j'en ai pour 15 ans hein. Ouais. Les parrains, ben, ils s'engagent pas jusqu'à l'aboutissement. J'essaye
j'essaye qu'ils s'engagent, qu'ils comprennent que c'est très important, qu'il y en a pour des années, qu'ils me laissent pas tomber Mhm. avant. Mais bon, des fois, les gens, il y a des gens qui perdent leur travail, donc ils se sentent en insécurité financière, ils veulent arrêter, ou tu vois, bon, des choses comme ça. Donc, on a trouvé d'autres parrains. Aujourd'hui, cette petite fille, elle vit chez moi, Ok. et elle est infirmière maintenant. Et on attend son affectation donc dans un poste de santé. Elle travaille et donc là elle est en attente de prendre son envol quoi. Mais bon, bah voilà. Donc ça c'est un Ça exemple. représente un coût de combien de parrainer un enfant par mois? Mais ça dépend de où il en est. Si t'es en primaire, à l'école primaire au village, c'est pas pareil que si t'es à la fac, tu vois, dans une ville où tu n'habites pas, donc il faut un logement, il faut du transport, etc. Donc ça Mhm. peut aller pour un petit on demande parce que il y a il y a l'enfant, donc les frais de l'enfant, les fournitures, les livres, etc. Mais je veux aussi que les autres enfants de la fratrie aillent à l'école. Parce que Ok. je veux pas que dans une fratrie, on dise ah bah tiens celui-là, bah tiens on va choisir celui-là, il va aller à l'école. Donc ça je négocie ça avec la famille pour que voilà que tous les enfants aient la possibilité d'aller à l'école primaire en tout cas. Oui. Donc ça peut aller, ça commence à 25 € par mois. Mhm. Et puis après j'ai des enfants là, les grands ça peut aller jusqu'à 100 € par mois selon selon où ils en sont quoi. Ok. Ton asso aujourd'hui, elle est reconnue loi 1901 par Oui rapport à oui. la défisque en France, ouais. Oui, oui, bien sûr, on fait des CERFA aux donateurs pour qu'ils puissent déduire Alors, de leurs impôts. je te laisserai m'envoyer le lien et on le mettra dans la description du podcast pour les personnes qui souhaitent te donner un coup de main. D'accord, bien sûr, avec plaisir, Et on précise que bien sûr. pour les particuliers, un don est défiscalisable à hauteur de 75% et pour les entreprises à hauteur de 66%, il me semble. Ou c'est l'inverse, particuliers 66, 66, oui. entreprises 60. 66 pour les particuliers. Ouais. Et 75 pour les entreprises Mhm. jusqu'à un certain plafond, mais quand même relativement élevé. Donc n'hésitez pas à cracher la monnaie. Euh, Voilà. En et précisant même s'il y a des choses qui vous intéressent, moi je dis toujours aux gens qui donnent de l'argent, si vous êtes intéressé plus par, il y a des gens qui sont intéressés par exemple par la construction, tu vois, pour eux Oui, participer à un puits, c'est quelque chose de vraiment vraiment très valorisant et quelque chose qui est exaltant pour eux. Donc moi je dis toujours aux gens, dites-nous, hein, nous on fait beaucoup de choses différentes. Donc si c'est les enfants, si c'est la santé, si c'est on s'occupe d'enfants handicapés qui ont des besoins vraiment particuliers, bon bah ça peut être ça, ça peut être aider les gens dans les jardins, ça peut être d'acheter des livres parce que on a des livres qui arrivent de France, mais il y a des livres africains aussi. Donc il y a des gens qui sont mhm. sensibles à ça. Il y a des livres africains qu'on achète pour mettre dans les salles de lecture. Donc tout est possible. On peut tout à fait mettre l'argent là Et où les gens le je te souhaitent. garantis que les gens qui vont écouter ce podcast, il y en a beaucoup qui sont sensibles au sujet de la construction parce qu'ils me connaissent depuis l'immobilier. Donc je pense que Voilà. effectivement ce sujet-là, Donc pas des maisons ou il y des écoles, respecte. hein. On n'a pas besoin de ça. Les gens ils savent très bien faire. Ok. Mais Et voilà. puis, Mais des puits, des zones maraîchères, voilà, des clôtures, parce que comme il y a du bétail en liberté, tu vois, dès que tu veux faire pousser une tomate, t'as intérêt à la protéger. ouais, allez, vous a fait bouffer. C'est clair, c'est clair. Euh, et j'ai deux, trois questions qui peuvent être un Ouais, peu challengeantes, mais tu sais, moi je publie souvent, je dis aux gens que je vais avoir un épisode et je les invite aussi à poser des questions à la personne qui va participer au ouais, podcast. Et j'ai deux questions qui se rapprochent un petit peu. C'est, ok, bah, c'est chouette de vouloir faire de l'humanitaire. J'imagine qu'on te l'a posé plus d'une fois, donc tu dois avoir une réponse déjà toute faite. Mais c'est chouette de faire de l'humanitaire, mais tu vois, en France, on a beaucoup de besoins aussi. Et ouais, on a nos pauvres en France aussi, c'est clair, et nos illettrés, et nos enfants battus, etc. c'est clair. Pourquoi pas en France? Et ben alors justement, moi c'est la première. Euh, moi je voulais faire quelque chose en France et je me suis Ok. rendu compte que quand tu as 100 €, tu ne règles rien en France.
D'abord, quand tu vas voir quelqu'un qui est dans la rue, on te dit oh là là, faut surtout pas le ramener chez toi, il faut surtout pas qu'il dorme dans un lit chez toi, il faut pas, si tu lui donnes de l'argent, il va aller acheter de l'alcool, si tu ne peux pas, il y a tellement et puis le prix des choses est aussi ce qu'il est en France, et alors qu'avec Mhm. 100 euros au Sénégal, je peux faire beaucoup de choses, tu vois. Donc Ouais. c'est pas par dépit parce que je suis tombée amoureuse de ce pays, tu vois. Donc du coup, évidemment, j'avais Mhm. envie. Mais avant, je me suis posée, avant de partir sur le Sénégal, ou d'avant d'aller au Sénégal la première fois, j'ai été confrontée déjà depuis longtemps hein, à des gens qui étaient dans la rue et tout, et t'es démuni, t'es très rapidement démuni pour les aider. Tu sais pas comment faire en fait parce que le problème, tu vas tirer la personne par un doigt et t'as un truc énorme derrière. On te dit aujourd'hui, t'as pas le droit de prendre un migrant chez toi, tu risques, je sais pas trop quoi, d'aller en prison parce que t'as hébergé des Mhm. migrants chez toi. Enfin bon, voilà, c'est insupportable pour moi. Toutes ces réglementations, c'est il faut faire comme si, mais personne n'a de solution et on fait rien. C'était trop pour moi. Moi, je pouvais pas. Moi, j'avais besoin de pouvoir agir et Ok. et d'avoir l'impression que ce que je vais faire va servir à quelque chose. Et je me suis vite Ok. rendu compte en France que c'était pas le cas, que je serais inutile finalement. Et la... Ok, super, c'est très clair. Et la deuxième question qui est un peu liée, c'est est-ce qu'il n'y a pas, enfin, ça renvoie un peu un truc de l'homme blanc, tout dans ton cas, la femme blanche, tu vois, qui vient sauver le continent africain à la dérive. Ouais. Est-ce que ça fait pas un espèce de, justement, de syndrome un petit peu néocolonialiste, tu vois, justement, des blancs qui viennent aider les pauvres, je caricature, hein, mais c'est la question qui m'a été posée, les blancs qui viennent aider les pauvres noirs qui n'arrivent pas à s'en sortir, tout seuls. Oui, alors nous en l'occurrence, on a des moyens, les blancs si tu veux, on a des moyens Mhm. qu'on peut mobiliser, plus ou moins importants, mais on a des moyens. Et au Sénégal, on a des gens qui manquent de moyens. Hein. Donc, bon, c'est assez facile de comprendre. Après, moi, je dis souvent aux bénévoles, par exemple, qui viennent faire quelque chose, par exemple avec des enfants, qui me disent ça va très, très bien t'illustrer. Des fois, le premier message que je reçois, c'est oh, je voudrais être bénévole dans votre association parce que je voudrais redonner le sourire à ces enfants qui n'ont rien. Mhm. Alors je dis alors bon, on est mal parti parce que nous, on est très heureux au Sénégal. Les enfants, ils Mhm. rient beaucoup plus que chez toi dans ta maison. Hein. Nous, on Mhm. a des problèmes de moyens, de manque d'objets, de machin, de trucs. Mais surtout le reste, on est comblé. On a l'amitié, hein, on a la joie, on a le partage. Et quand tu vas faire une mission au Sénégal, toi, vulgairement, je pourrais dire, tu es un porteur de bagages, parce que tu vas amener des choses, machin, pour ces gens-là, mais tu vas repartir avec 10 milliards de choses en plus que tu n'avais pas quand tu es Mhm. arrivé. Et tu vas recevoir beaucoup plus que ce que tu vas amener dans tes valises avec tes 25 kilos de livres ou de fournitures que tu vas amener. Et tous les gens qui sont passés à l'association repartent changés. Donc, Ok. alors t'en as qui repartent changés pour 3 semaines parce qu'ils reprennent leur vie et que voilà, hein, ça va vite, etc. T'en as qui sont marqués pour toute leur vie, qui seront différents toute leur Mhm. vie, qui verront les choses différemment parce qu'ils ont pris une telle charge, tu vois, déjà du groupe, tu vois, de tout, quand tu es dans un village et que tu vois que tous les gens s'intéressent à toi, à la personne que tu es, tu vois, à ta famille, à comment tu vis, sans intérêt derrière, parce que dans les villages, c'est pas du tout pareil qu'en ville. Tu vois, les gens, ils sont pas là en se Mhm. disant, ah, le bénénicien, je vais pouvoir tirer ça ou ça. Ils sont pas du tout là. Ils t'accueillent, ils sont très contents que tu t'intéresses à eux, à leur vie, ils vont tout te montrer. Si tu veux tout savoir sur tout ce qu'ils font, la culture, les animaux, tout ça, tu peux tout savoir. Et on est Ok. vraiment,
On est vraiment dans un échange qui est souvent déséquilibré, même, tu vois, dans l'autre sens. Et moi, je dis souvent aux gens, moi, Ok. je vous mets, vous avez je suis la personne qui va vous mettre dans tel village, dans un endroit où, si vous n'étiez pas passé pour l'association, vous n'auriez jamais eu la chance de passer. Parce que ce ne sont pas des gens qui voient des voitures de touristes passer, etc. Ils en ont rien à faire des gens qui sont de l'extérieur, tu vois. Ils vivent dans leur village, leur vie tranquillement. Mais par contre, en vous mettant là, vous allez emmagasiner beaucoup de choses et il va falloir le gérer après, à ton retour aussi. Et si tu es intelligent, bah, Est-ce qu'il tu y a des vas gens travailler justement pour le... est-ce qu'il y a des gens que ça retourne complètement Ah, et complètement. Mais tout le ils monde, se prennent un flip tout pas le monde, possible? tout le monde. Il y a, y a, Ok. y a pas un bénévole qui est reparti comme il est arrivé en disant ouais, bon, sympa, machin, c'est... Non, personne. Je suis en train de me chauffer, hein. Ah bah, viens, viens. Et Justement, quels que les soient les gens, besoins. hein, quels que soient les gens, que ce soit... Parce que moi, je prends tout le monde. C'est-à-dire que tu sais, quand tu demandes à être bénévole dans une assoce, si t'es pas médecin, dentiste ou machin truc, c'est un peu compliqué des fois. Moi, j'ai des étudiants Ouais, qui ouais. sont venus, j'ai des jeunes, j'ai même des parents avec des ados qui ont des parents qui ont des problèmes avec leurs ados. Tu vois, où je leur dis, mais venez, viens avec ton ado et Ouais. tout, et on va le mettre dans un village et on va lui remettre quelques points sur quelques i, quoi. Il faut leur mettre les pendules à l'heure. Voilà. Et justement, ouais, vous avez des besoins parce que je sais que parfois pour certaines associations, quand ils prennent pas effectivement les bénévoles parce que ça c'est un peu des boulets, enfin ils savent pas toujours quoi en faire. Voilà. Et mais vous avez des besoins vraiment en bénévole ou c'est juste tu dis bon bah venez et on trouvera bien. Ah non, je dis pas venez, on trouvera bien, ça se prépare à l'avance. Déjà, de Ouais. voir avec la personne déjà ce qu'elle sait faire. Comme je dis toujours, si tu es dentiste, je vais pas te demander d'aller faire des crocodiles en perles avec les enfants, tu vois. C'est Ouais. évident que tu vas faire dentiste. Si tu es informaticien, ben voilà. Bon, maintenant, il y a des gens qui me disent souvent, ah mais moi je sais rien faire, machin. Je dis, tu sais forcément faire quelque chose. Ouais. Même si toi tu te dis que c'est anodin, ben des enfants qui vont être à cet endroit, ils vont faire par exemple, je dis n'importe quoi, de la Zumba pendant 15 jours, ils vont découvrir ça la Zumba et puis eh ben le bénévole d'après ce sera de l'acrogym. Celui d'après, ce sera de la photo parce il est branché sur la photo. Et puis l'autre, celui d'après, ce sera des crocodiles en perles. Et ben voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, les enfants, eux, ils, ils sont confrontés à des gens différents, donc ils vont faire des activités différentes. C'est très bien. C'est très bien. On n'a Ok. pas, voilà, on Ok. sait toujours faire quelque chose. Et si on ne sait pas faire grand-chose, on peut toujours faire de l'aide aux devoirs, faire des exercices. Il y a des tableaux, tu vois, faire travailler les enfants sur le travail scolaire, ou même faire du coloriage avec les petits. Il y a beaucoup d'enfants au Sénégal qui rentrent à l'école et qui n'ont jamais tenu un crayon. Donc Mhm. voilà, faire des activités de coloriage, c'est à la portée de beaucoup de gens. Et puis après, tu découvres, en discutant, on trouve toujours des choses intéressantes à faire. Donc moi, j'ai pas du tout ce truc là de la femme blanche qui machin. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis. On me dit souvent que je suis plus sénégalaise que les Sénégalais. Ok. Euh, je j'ai pas de leçons à donner. J'ai beaucoup appris là-bas. Euh, j'aime beaucoup la manière dont vivent les gens et je cherche pas à les changer. Euh, j'essaye de les aider à pas faire de mauvais choix. Et les mauvais choix, en fait, c'est des choix de survie. Parce Ouais. que c'est ça, le problème. Aujourd'hui, t'as pas une famille au Sénégal qui a pas quelqu'un qui est mort dans l'Atlantique ou en Méditerranée. C'est quand même grave. Tu vois, il y a quelques années, on disait, Mhm. toutes les familles sénégalaises ont quelqu'un qui est mort dans le naufrage du Diola. Mais là, aujourd'hui, c'est dans les pirogues. Et tu te Ouais. cotises pour payer la place dans la pirogue. Et cet argent, Ouais. les 1 000 € que tu as collectés dans ta famille pour avoir une place dans la pirogue, pourquoi on ne l'utilise pas pour acheter quelque chose et revendre ou faire quelque chose, tu vois? 1 000 €, c'est pas rien. Ouais. Les gens qui vont par la Libye, là,
Bon, surtout qu'aujourd'hui, franchement, tu as les moyens de t'informer, hein. Les gens filment les choses, les gens parlent. Ce qui n'était pas le Mhm. cas il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on disait oui, vous voulez pas qu'on aille en France parce qu'il y a des arbres à billets et que vous voulez les garder pour vous. Enfin, tu vois, les espèces de phrases toutes faites, là, Ouais. machin. Ouais, Aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, les gens, ils savent très bien que, monter dans une pirogue, c'est vraiment très dangereux et que, voilà, et que t'es Et qu'il n'y a pas pas, d'arbre à billets en France. non, et que t'es pas attendu. Ouais. T'es pas attendu là-bas, franchement, bon. Mais ça, c'est Mm, une, mm. c'est une lutte c'est des discussions qui sont très, très, très compliquées, forcément. Les gens, s'ils n'ont pas les Ouais. moyens au Sénégal de faire vivre leur famille, évidemment, ils se disent que de toute façon, les conditions qu'ils ont là sont déjà pas exceptionnelles. Bon, bah, même si c'est Ok. un, voilà, je vais pas régler ce Et problème-là, hein. Pardon? qu'est-ce qui fait justement que, avec tout ce que tu nous racontes, qu'est-ce qui fait que là, toi maintenant, tu disais que tu cherchais une personne pour te remplacer, que tu as envie un peu de lever le pied, et éventuellement, enfin, je sais pas si tu as envie de quitter le Sénégal, il me semble avoir compris plus ou moins. Qu'est-ce qui fait qu'en tout cas, voilà, tu sens que peut-être ce chapitre touche à sa fin? Bah, déjà, je prends de l'âge, donc je suis un peu plus fatiguée. C'est plus compliqué pour moi d'aller à gauche, à droite dans les villages pour aller voir ce qui se passe. Mhm. Donc voilà. J'ai envie aussi ma fille vit en Thaïlande, donc j'ai envie de profiter d'elle aussi un peu plus. Ouais. Donc j'envisage effectivement de partager mon temps entre la Thaïlande et le Sénégal. Là, j'en suis là, c'est tout neuf, hein, c'est du mois dernier, tu vois, puisque là, je D'accord. rentre de Thaïlande, là, et, euh, et je pense que ce serait bien pour moi Ouais. d'être un peu plus là-bas, voilà, parce que je fais beaucoup de Ok. choses à côté et de tout ça, et j'ai besoin d'avoir du temps pour moi aussi. Donc voilà, c'est à l'étude, on va dire. Ok. Très Mais bien. je vais essayer parce que je peux pas laisser tomber les gens avec lesquels je suis. Donc voilà, il y a des enfants, tous les enfants qui sont parrainés sont loin d'avoir terminé aussi leur scolarité. Donc je vais pas dire j'arrête et donc je m'en vais et c'est fini, tout s'arrête. Tu peux pas dire aux Mm. enfants t'es à la fac, bah tu finis ta première année puis tu iras pas en deuxième année, tu vois, ça c'est pas possible. Ouais. Ok. Les enfants, on les Et, lâchera quand ils travailleront. ok. Et alors, je voulais te poser une question qui est relative à ce que tu nous as annoncé au début de l'épisode, parce que tu nous as quand même Ouais. fait un gros, gros teasing en début d'épisode sur ce que tu pouvais justement apporter aux personnes. Tu disais justement leur permettre de faire des choix qui sont les bons pour eux, de ne pas se soumettre, ou en tout cas ne pas subir les pressions de son environnement. Est-ce que tu peux développer un peu justement? En fait, ce que je voulais dire, c'est que on arrive dans une famille quand on est, hein. Euh, voilà, on sait pas, on sait, toutes les familles ne sont pas égales et au fur et à mesure des générations, c'est vrai qu'on a soit on suit ce que les parents veulent qu'on fasse, soit on se rebelle. Enfin, il y a différentes manières d'être confronté à la famille. Euh, mais on est quand même, je trouve qu'on est quand même toujours dans des schémas où enfin la plupart du temps, où on n'écoute pas ce qui est bon pour nous. Voilà, parce que t'as la famille, mais t'as aussi si tu veux partir loin, par exemple, tu verras pas ta famille. Oui, Mm. oui, mais bon, c'est ça doit pas, pour moi, ça doit pas être des freins. Je veux dire, tout ce qu'il y a autour ne doit pas être des freins à son développement et au fait qu'on doit grandir et qu'on doit se construire. Et tant pis. Et ben, si les gens ne sont pas d'accord, tant pis. Euh,
on doit, coûte que coûte, garder ses envies, ses rêves et ce qu'on aime. Pour moi, c'est ça qui est important, même si ça paraît un peu égoïste de se dire, bah oui, mais tu as une famille. Mais je pense que quand on aime quelqu'un, quand on aime son enfant, machin, bah, on doit aussi pouvoir le laisser aller à l'autre bout du monde, tu vois, ou faire un métier bah, qui te convient pas, mais parce que c'est sa passion, ou aimer quelqu'un qu'il aime, même si toi, bah, tu trouves son choix un peu bizarre ou un peu ou pas cohérent, ou voilà, bon. Donc euh, je pense qu'on doit privilégier vraiment ses choix et s'autoriser de faire ses choix Hmm. sans se laisser influencer par l'entourage. Et moi, je me rends compte que finalement, c'est ce que j'ai fait, même si ça blesse des gens à un moment ou à un autre. Les changements de cap que j'ai pu faire, euh, je pense que les gens qui m'aiment vraiment euh, acceptent ça finalement, tu vois, même si ça les même si ça les arrange pas au quotidien, parce qu'ils vont pas me voir souvent ou des choses comme ça, tu vois. Mais Ouais. voilà, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. On n'est pas À obligé quel de moment se toi t'as soumettre. compris à quel moment toi t'as compris que c'était justement que c'était un peu ta mission entre guillemets et que il fallait que tu passes outre justement toutes ces difficultés et que tu sois prête justement à couper, à te dire bon bah ok, je pars parce que c'est ce que je veux faire. Moi, j'ai depuis toute petite, depuis toute petite, voilà. Moi, je n'ai pas été, je me suis pas construite par mon éducation. Je me suis construite par euh, par les manques que j'ai pu avoir, tu vois. Personne aujourd'hui dans ma famille peut dire ah oui, moi je suis fière de toi parce que moi machin, tu vois. Hmm. Moi, je me suis construite là-dessus, quoi, sur le désordre environnant, hein, Ok. pour dire ça gentiment, voilà. Et, euh, et personne peut dire Tessa est comme ça parce que j'ai fait ça pour elle. Personne, tu Ok. vois. Donc, c'est ma force depuis que je suis petite, tu vois. Et donc ça a toujours été mon moteur, quoi. C'est moi, c'est qu'est-ce que je veux faire. Euh, je veux faire ça, ben je le fais. Ok. Je le fais. Voilà. S'il faut partir, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails de mon enfance et tout ça parce que voilà, tout le monde est encore presque tout le monde est encore vivant et que je veux pas, enfin tu vois, ça sert à rien et qu'en plus moi je ne je veux pas être rancunière ou machin, ça sert à rien. Je Ouais. regarde devant, quoi. Moi, ce qui m'intéresse c'est ce qui se passera demain ou dans 10 ans, machin. Mais surtout demain, le reste, ce qu'il y a avant, je m'en fiche. Mais il faut pas venir, je veux dire que personne ne vient, tu vois, m'expliquer des choses du passé. Ça, c'est. Hmm. Bon, ça Ok. donc, Bon, voilà. Moi, je pense que. on s'approche de la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un D'accord. sujet dont tu aurais voulu parler et dont on n'a pas encore parlé? Un Un truc, sujet. voilà, un sujet du moment, un truc important, quelque chose que tu aurais voulu absolument dire, un sujet que tu aurais voulu évoquer, qu'on n'a pas évoqué ou pas. Par rapport au Sénégal. Par rapport à ce que tu veux. Hmm. Bah, par rapport. Moi, j'ai du mal à comprendre l'époque dans laquelle on est. Là, vraiment, là. Et c'est là où tu vois que tu vieillis quand tu vois les jeunes de 20 ans et tout, et que tu comprends pas la manière dont ils parlent, ce Mhm. qui les intéresse dans la vie, ou
leur, euh, leur relation avec la technologie ou les téléphones ou tous ces trucs-là, c'est des choses qui sont très compliquées pour moi. Et, euh, et je trouve ça vraiment triste parce que on est déjà dans une société en Europe, en Occident, on va dire déjà individualiste. Mais alors là, avec notamment ce qui se passe avec les téléphones aujourd'hui, Mhm. il n'y a plus rien qui se passe dans les familles. Moi, j'ai assisté à des réunions là où il y a 8 personnes dans une pièce et que tout le monde est sur son téléphone, tu Mhm. vois, en train de faire je sais même pas quoi. Et tu te dis, mais attends, on a fait une réunion de famille là. Donc, comment c'est possible que... Mais on peut pas... Ou alors, il faut mettre un panier à l'entrée et que les gens, ils balancent leur téléphone ou machin. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis que c'est en train d'arriver aussi. Et Ouais. en Afrique, on est tellement sur le groupe, tu vois, se raconter des histoires, se raconter... que j'ai vraiment peur que les gens soient encore plus drogués, tu vois, de ces trucs-là, parce qu'ils dès qu'ils vont pouvoir, dès qu'ils ont accès à cette technologie, quoi. Et Ouais. euh, et du coup, bah, tu te dis, mais il va rester quoi finalement? Il va rester chaque individu chez soi avec son téléphone, quoi. C'est ça Ouais. qui nous attend finalement. Alors on communique avec des gens par internet, par des réseaux ou par des groupes de je sais pas quoi, avec des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on connaîtra peut-être jamais, mais la personne qui est à côté de toi, là, ta mère, ta sœur, ton grand-père quand il est encore là, bah bon, bah, il sert plus à rien finalement quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me terrifie Mhm. de savoir comment on va pouvoir gérer. Alors tu sais, on dit toujours dans l'histoire, il y a des phénomènes comme ça de De poids et balancier. contrepoids, de balance. Alors je ne sais pas comment ça va revenir dans l'autre sens, mais là je pense qu'on Ouais. est arrivé à un point vraiment où c'est pire que l'excès. Je ne sais même pas comment on va pouvoir sortir de là, parce que tu as des enfants très jeunes qui sont Mhm. déjà t'as un bébé, tu veux avoir la paix, pouf, tu lui files ton téléphone pour qu'il arrête de crier, quoi, ou je sais pas quoi. Et ça, c'est tout le contraire de la société, quoi. C'est Ouais. fini, ça veut dire que c'est la mort du groupe, c'est la mort de la famille, c'est la mort de la vie sociale, des relations sociales, de l'amitié, machin. Moi, ça, je trouve ça vraiment très grave, très très grave. Ok. J'aurais préféré qu'on termine sur un truc plus, plus joyeux, mais écoute, hein, je t'ai laissé le micro et c'est la règle du jeu, donc tu as fait ce que tu voulais. Désolée. Non, c'est pas grave du tout, mais c'est le principe de, tu vois, de la question ouverte comme ça, il faut assumer ce que tu prends. Si les gens veulent te contacter, alors nous on mettra le lien. Oui, Si des personnes voilà, vous donner un petit coup de main déjà financièrement, on d'accord. mettra tous les liens. Je te laisserai me les Oui, envoyer pour qu'on puisse les partager. Est-ce d'accord. que sinon, si les personnes veulent te contacter, je sais pas, pour venir donner un coup de main ou pour d'autres sujets, Oui, oui, bien sûr. comment est-ce que tu préfères qu'on te contacte? Ben, il y a un site internet, donc il y a un formulaire de contact Ok. avec le site. C'est astou.org, c'est très facile. On mettra le lien aussi, comme ça Voilà. sera encore Ouais, plus ouais. facile. Et il n'y a pas Point.org. de, y a pas de souci, il y a un formulaire, je regarde et je réponds le plus rapidement possible à toutes Ok, les questions ou sollicitations. Il n'y a pas de entendu. souci. Tessa, merci beaucoup pour ce partage. De Et rien. puis bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci à toi.